Bonjour, bon week-end, bienvenue en Normandie pour votre émission Dimanche en politique. Alors que la deuxième vague de l'épidémie de Covid continue chaque jour de progresser et d'inquiéter la population, faut-il avoir peur d'un reconfinement généralisé ? Le Premier ministre Jean Castex ne l'a pas écarté. Si, dit-il, nous n'agissons pas, un scénario que redoutent les entreprises de la région. En 6 mois, elles ont subi une baisse de 70% de leur chiffre d'affaires, selon une étude de la Chambre de commerce et d'industrie de Normandie. Et près de la moitié d'entre elles n'arrivent pas à se projeter sur la fin de l'année. Quels sont les atouts de notre région pour relancer notre économie ? On va en parler avec nos invités ce midi. Sophie Gauguin, tout d'abord, vous êtes vice-présidente LR du Conseil régional, également maire de Dozulé, dans le Calvados, 2300 habitants. Vincent Daudat, vous êtes vice-président de la CCI Normandie. Bonjour. Bonjour. Et avec nous en duplex de Rouen, Christophe Bouillon, maire de Barentin, également à la tête de l'Association des petites villes de France. Bonjour, monsieur Bouillon. Bonjour. Avant de vous laisser la parole, comment les Normands vivent-ils cette crise à la fois sanitaire et économique ? On leur a posé la question, écoutez leurs réponses. La santé d'abord, et l'économie ensuite. Je pense qu'il va y avoir une vague sur le terrain qui va être terrible, mais j'ai envie de dire c'est assez cyclique. Et pour autant, c'est des emplois qui vont migrer, il y a des emplois qui vont forcément perdre leur existence, perdre leur raison d'être, et d'autres emplois qui vont être créés. Dans certains secteurs, c'est compliqué. On voit bien par exemple les salles de sport qui sont fermées en ce moment. Je pense que ces secteurs-là, c'est difficile. Mais il y a des secteurs qui en profitent et d'autres qui en souffrent un petit peu, mais il y a un changement radical. La société évolue, les modes de consommation, les modes de travail évoluent continuellement. Je suis en télétravail la moitié du temps. On nous a largement incité à maintenir le télétravail. C'est ce qu'on fait. On a travaillé sur nos nouvelles modalités de travail. Ça ne change pas la manière de mon travail. Non. Non. Je suis mécanicien. Vous n'avez pas eu de conséquences? Non. Non. Juste le masque en plus. Moi je travaille dans un établissement scolaire, donc j'ai vécu le télétravail et là je vis avec des jeunes au quotidien, donc on essaie de faire avec, on va dire. Même si effectivement il y a des entreprises qui dorénavant demandent à leurs employés de travailler une fois par semaine de chez eux, mais je pense qu'il y a encore du chemin à faire. Il y a encore du chemin à faire. Le télétravail doit-il se développer ? Sous quelles conditions ? On va en parler tout à l'heure. Mais la santé plutôt que l'économie, c'est ce qu'on entendait il y a quelques instants. Vincent Daudat, vous représentez 110 000 entreprises normandes à la CCI. Est-ce que vous partagez le même avis ? La santé d'abord, l'économie après ? On ne peut pas avoir une réponse aussi binaire, hein. C'est pas si simple que ça. Parce que si on veut avoir un système de santé de qualité, il a un coût. Et ce coût, il doit être payé par notre économie et par les financements qu'apportent nos entreprises dans l'économie nationale. Derrière, on doit faire très attention. Le premier confinement a été très important. On a arrêté pendant plusieurs semaines toute notre économie. On a vu que la relance avait été difficile. On a vu le coût que va avoir cette relance économique, hein, plus de 100 milliards. Attention, on n'a pas les moyens de faire 2 fois cette manip-là sur des investissements. Santé et économie vont-ils de pair ? On peut allier les deux. Sophie Gauguin ? Évidemment, pour les citoyens, la santé est primordiale. Après, c'est une question d'équilibre. Je rejoins les propos que vous aviez. On ne peut pas se permettre un deuxième reconfinement total. Et ce sera la manière dont le gouvernement pourra stabiliser une stratégie qui permettra de redonner une forme de confiance aux entreprises pour se positionner. Et on a tous à trouver des nouveaux positionnements aujourd'hui. Je crois que c'est un peu difficile en ce moment de pouvoir avoir une ligne très claire. On va retrouver Christophe Bouillon, qui est président de l'Association des petites villes de France. Santé, économie, la crainte d'un reconfinement, vous partagez également cet avis. Si on devait, d'ici 15 jours, 3 semaines, 1 mois, peut-être reconfiner une partie de la population ? La santé, c'est la vie. Je crois que personne ne peut contredire cette affirmation. En même temps, la vie, c'est aussi l'économie. Et je crois qu'il y a aujourd'hui une peur mêlée de la part de beaucoup de citoyens. Ils ont peur pour leur santé, mais ils ont peur aussi pour leur situation personnelle. Ils ont peur pour l'économie, ils ont peur de perdre leur travail. On l'a dit, il y a déjà beaucoup de suppressions d'emplois connues à l'échelle de notre région, mais aussi en France. Ce qui est important, c'est le moral des Français aussi. Et la confiance repose beaucoup sur la question du moral, la question de la confiance qu'on peut avoir en l'avenir. Donc il faut mener de front à la fois la bataille sanitaire, et il faut soutenir les soignants, et en même temps, il faut assurer les entreprises
qu'on pourra s'adapter à ce contexte sanitaire difficile. Alors justement, quand le Premier ministre dit un plan de reconfinement d'urgence, ce sont ses propos, est prêt, il sera déclenché s'il y a, vous parliez des hôpitaux justement, Christophe Bouillon, s'il y a une saturation dans ces établissements. Sophie Gauguin, en fait c'est le médical qui donne le tempo. Oui, et c'est surtout quels sont les moyens que le gouvernement donne au médical pour pouvoir assumer une nouvelle montée en puissance, malheureusement, des cas de malades avec des grandes pathologies. Et l'économie est suspendue à cette évolution permanente de la stratégie d'État. Donc on a besoin d'avoir une visibilité. Le nombre de lits disponibles en réanimation, c'est exactement. Ce qui fait, et c'est ce qui redonnera, et on le souhaite, et c'est ce qu'on appelle de nos voeux, confiance dans ensuite la façon dont on co-construit avec les territoires des solutions adaptées. On le voit bien quand la solution est construite avec les acteurs, avec les élus locaux, en amont d'une décision gouvernementale, elle est d'abord mieux acceptée par la population et économiquement plus viable. Mais le reconfinement, vous sentez justement dans votre commune d'Ozulé, je le disais, 2300 habitants, que les gens ont peur de se retrouver bloqués chez eux? Non, mais évidemment, la situation est très anxiogène. D'abord parce que la donnée scientifique évolue en permanence, les stratégies gouvernementales aussi, et puis l'emploi et le pouvoir d'achat. Nos concitoyens, déjà depuis 6 mois, vivent avec des revenus beaucoup moins élevés. Donc évidemment, la situation est très anxiogène. Et nous, en région, ce qu'on souhaite apporter, c'est la manière dont on peut réagir tout au long des mois qui vont venir, puisque ce n'est que le début. Et que la force des collectivités, ça va être de pouvoir faire preuve d'agilité pour répondre aux besoins permanents. Alors, avec nos partenaires, d'ailleurs. Les collectivités, effectivement, sont à la manœuvre. Les maires sont en première ligne pour gérer cette crise, avec notamment l'accompagnement des restaurateurs. On met des terrasses ouvertes, on réquisitionne des bouts de trottoir pour permettre aux gens de consommer à l'extérieur, qu'il y ait moins de risques de contamination. Les maires qui ne sont pas toujours entendus, Christophe Bouillon, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Alors, on voit bien que tout ne peut pas venir d'en haut, qu'on a besoin pour être efficace du soutien de la proximité, notamment des maires. On a vu finalement que l'État, pendant la période du confinement, notamment, est allé à chercher à la rescousse les maires qui ont répondu présents et qui ont même parfois comblé ou rempli le vide laissé par certaines défaillances en termes logistiques. Ce sont les collectivités locales, pas simplement les mairies, mais aussi les régions et les départements, souvent, qui ont été palliés un certain nombre de défaillances. En même temps, beaucoup de maires disent la chose suivante: il ne faut pas nous chercher simplement quand il y a des crises. On joue un rôle formidable qui est celui d'amortisseur social, en quelque sorte, voire d'amortisseur économique, mais en même temps, il faut qu'on vienne nous chercher aussi quand tout va bien, et il faut qu'on compte sur nous pour notamment la relance de l'économie, et on voudrait, nous, collectivités locales, finalement, être des véritables carburateurs de la reprise économique. Alors, quand les décisions tombent d'en haut, comme celle de fermer les bars à Rouen à 22h, à 23h à Caen, est-ce que vous pensez, Christophe Bouillon, justement, que c'est une décision qui est complètement justifiée, que vous ne contestez pas en l'occurrence? Ce n'est pas une décision facile à prendre parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'il y a la propagation du virus, qu'il y a des moments propices à cette propagation. Soit dit en passant, je pense que ce qu'il manque dans cette décision sans doute, et Sophie Gauguin le disait, c'est parfois non pas des incohérences, mais des décisions qui sont difficiles à comprendre à partir du moment où elles sont différentes d'un territoire à l'autre. Pire, quand vous voyez 1 heure de décalage entre Caen et Rouen, c'est parfaitement incompréhensible. Pourquoi pas 22h15 ? Pourquoi pas 21h50 ? Je crois qu'en la matière, il faut essayer d'assurer le maximum de cohérence parce que derrière, c'est le maximum de confiance dans les décisions. Alors, un des secteurs qui souffre particulièrement depuis le mois de mars, c'est celui de l'hôtellerie-restauration. On le voit, 3 établissements sur 4 seraient aujourd'hui en difficulté, selon l'UMI, l'Union des métiers de l'industrie hôtelière. Les professionnels disent qu'ils servent de bouc émissaire. Vous êtes d'accord? On s'acharne sur eux, Vincent Laudat? On ne s'acharne pas sur eux, mais en effet, nous, à la CCI, les CCI normandes sont très inquiètes par rapport à ce deuxième rebond de l'épidémie. Et en effet, on a mis des dispositifs en place qui s'appellent CCI Prévention sur l'ensemble de nos territoires pour que l'ensemble des chefs d'entreprise qui sont en difficulté puissent nous appeler pour être écoutés et évaluer leur situation, construire une réponse adaptée et s'orienter vers les bons interlocuteurs. Parce qu'en effet, après le sondage sur notre observatoire, il apparaît que 26% des chefs d'entreprise sont très inquiets par rapport à leur avenir. 66% sont pessimistes. Mais en attendant, il faut qu'on accompagne, peut-être dans la durée, 6 mois, peut-être plus de 6 mois, peut-être plus d'1 an,
le tissu économique. Mais ça veut dire qu'il va falloir travailler autrement, vivre avec ce virus pendant 1 an, 2 ans, 3 ans peut-être. Il faut s'adapter en permanence. C'est ce que nous avons fait en région avec l'ensemble de nos partenaires. Hein. Dès le 13 mars, nous avons mis en place un plan de soutien à l'économie, tout secteur d'activité confondu. Et effectivement, en Normandie, l'hôtellerie et le tourisme sont frappés de plein fouet, l'événementiel aussi. Et les 70 millions d'euros du plan de soutien que nous avons mis en place va devoir s'adapter en permanence en fonction des étapes. On le sait très bien, les premières données négatives vont être au mois d'octobre, mois de janvier va être très compliqué aussi. Donc oui, en co-construisant avec les acteurs des solutions, on peut trouver des moyens d'attendre la saison prochaine. Alors vous parliez justement, Vincent Laudat, de ces chiffres avec cette inquiétude des chefs d'entreprise et la difficulté qu'ils ont à se projeter vers l'avenir. Quel est l'état de santé des entreprises normandes ? Ont-elles mieux résisté que d'autres, dans d'autres régions ? On va voir ces chiffres de la Chambre de commerce et d'industrie de Normandie qui a interrogé 2300 chefs d'entreprise au cours des 6 derniers mois. On s'aperçoit que le chiffre d'affaires a baissé pour 7 entreprises sur 10, 68% précisément. C'est même encore plus inquiétant chez les professionnels du tourisme. 84% d'entre eux sont en difficulté. Ça représente quelques 200 000 entreprises normandes. On va vers des jours difficiles, c'est ce que vous dites ? On va vers des jours difficiles, en effet. Bon, pour l'instant, les dispositifs d'accompagnement mis en place par l'État, les PGE, l'étalement des charges, a fait son office, ça fonctionne. On est en lien permanent avec les tribunaux de commerce, et en fin de compte, il n'y a pas plus de défaillances d'entreprises, pas plus de procédures collectives. La seule chose, c'est que maintenant, les entreprises, à partir du mois de septembre, doivent payer leurs charges. À partir du mois de novembre et du mois de décembre, doivent payer leurs charges, plus les quelques mois où elles ont eu des exonérations par rapport au service de l'URSSAF. Et quels sont les secteurs qui souffrent le plus dans la région, justement, très concrètement ? On a parlé de l'hôtellerie-restauration avec ces milliers d'entreprises. Les entreprises d'autocars, le tourisme, les traiteurs. L'aéronautique. L'aéronautique aussi. On est la 3e région aéronautique de France et en effet, là, pour l'instant, cette activité est vitrifiée. La chance qu'on a... Il n'y a pas un client. Ah non, il n'y a pas de reprise. Vous voyez bien, 85% en moins de vols internationaux. Mais c'est pour ça que nous plaidons... Ouais, exactement. C'est pour ça que nous plaidons le fait que l'État accélère la commande militaire, parce qu'on voit bien le monde est à l'arrêt sur l'aéronautique, et donc il n'y a plus aucun flux au niveau mondial ou très peu. Et ce que nous demandons dans le plan de relance, et la région Normandie le porte très très fort, c'est que le carnet de commandes sur la partie militaire soit la deuxième jambe de cette relance en priorité. Et pour les hôtels, cafés, restaurants, nous avons voté il y a 3 semaines un moratoire sur le report de prêts, report de charges pour cette profession particulièrement en Normandie, et nous sommes prêts encore à l'étendre si la situation venait à se dégrader. Alors comment accompagner justement ces entreprises qui sont en difficulté en ce moment, comment les accompagner, les aider à traverser cette tempête La Chambre de commerce et d'industrie a mis en place, vous allez me le confirmer Vincent Laudat, un numéro de téléphone CCI Prévention. Voilà, le 02 32 100 900, il doit apparaître en 100, effet. 900. On veut être au milieu de ce dispositif. Ce qui se passe en effet, c'est qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Je vous parlais donc des nouvelles des charges qui allaient être prélevées de façon normale et plus les échéanciers. Donc en effet, il y aura un coût en décembre ou en janvier, parce que le véritable sang de nos entreprises, c'est l'activité économique. Et là, on est toujours en défaut. Et en effet, cet accompagnement, alors les chambres de commerce en France ont accueilli 820 000 appels téléphoniques pendant la crise, mais on a voulu aussi continuer cette action en ouvrant CCI Prévention pour être à côté des chefs d'entreprise. Nous, on veut être les élus des chambres de commerce, les sentinelles, si vous voulez, de notre tissu économique, pour justement aider les chefs d'entreprise et qui n'attendent pas le dernier moment, trop tard, qui serait justement la défaillance de leur entreprise, qui viennent nous voir avant. Il y a beaucoup de dispositifs, la région met des dispositifs en place, l'État aussi, les chambres de commerce, c'est là pour expliquer aux chefs d'entreprise la meilleure situation. Comment relancer l'économie justement après cette période difficile depuis le mois de mars ? Quels sont les atouts de la Normandie justement ? Mais la force de la Normandie, c'est qu'elle a des secteurs économiques très diversifiés et qu'on n'a pas dans le même panier tous nos atouts. Et ça, c'est une force pour rebondir, c'est une force pour tenir, c'est une force pour rebondir. Et le fait d'avoir structuré des filières depuis 4 ans désormais, eh bien, ça permet d'envisager non seulement d'aller chercher des interventions dont on attend les directives sur le plan de relance national et de créer notre propre plan de relance. Est-ce que quelque part vous dites à ceux qui nous écoutent, consommer normand, consommer français ? Mais évidemment. Et ce que je disais, le fait d'être structuré en filière, les Normands
Et réapprennent à on a travailler un temps entre d'avance par rapport à d'autres régions. Oui, et c'est un atout. Pourquoi ? Parce que les entreprises ont aussi compris, les PME, les TPE, il ne faut pas que ce soit les oubliés du plan de relance, et c'est ce que le président Morin présentera le 9 octobre prochain. Il faut que les plans ruissellent sur les territoires. Rien ne serait pire qu'avoir 100 milliards d'euros pour que notre tissu économique en Normandie n'en soit pas bénéficiaire. Mais oui, c'est une force, parce qu'elles se font travailler entre elles, et que le Made in France avec le Made in Normandie nous permettra d'avoir de sacrés atouts pour la reprise, et en tout cas, nous les pousserons. Christophe Bouillon, j'imagine que vous êtes d'accord avec Sophie Gauguin, favoriser le Made in France, le Made in Normandie, acheter local, développer les circuits courts. Ça faisait partie de vos conclusions après cette consultation publique, le jour d'après, où 26 000 personnes, il y a eu 26 000 contributions, c'est ça, sur cette plateforme, et une trentaine de propositions. Mais sur le Made in France, le Made in Normandie, c'est quelque chose qu'il faut défendre ? Oui, bien sûr, c'est quelque chose qui se fait déjà d'ailleurs, parce qu'à l'échelle des territoires, il y a déjà des actions qui sont engagées en termes de filières courtes pour soutenir les productions locales. On travaille soit avec la Chambre d'agriculture, soit avec la CCI aussi. Donc tout cela existe déjà. Il ne faudrait pas oublier d'ailleurs dans le plan de relance ce formidable atout que constituent aussi les territoires. Je pense qu'il faut non seulement s'adapter, mais il faut jouer la carte de la proximité. N'oublions jamais que 70% de l'investissement, c'est l'investissement public, ce sont les collectivités locales. Et donc il faut aussi permettre à ces collectivités très vite d'engager des travaux, de travailler en effet avec les échelons de proximité des industries, des entreprises en général, parce qu'elles les attendent, elles sont, j'ai envie de dire, presque sur le pied de guerre, et par la commande publique, on peut répondre à leurs attentes. Mais j'insiste sur un point, parce qu'on dit qu'il y a beaucoup de plans de relance, les chiffres sont impressionnants, et c'est une bonne chose. Je crois que le fait que ce plan existe, c'est une bonne chose. Le fait qu'il soit massif, c'est une bonne chose. Mais ce qui manque très vite, c'est le mode d'emploi. Il faut être très réactif. Ça sera détaillé dans les jours qui viennent. On saura justement comment l'argent sera distribué de ce plan de relance de 100 milliards. J'insiste sur le fait qu'il faut aller très très vite. Très très vite. Alors, on le voit, cette épidémie également a changé nos habitudes, et certains ont découvert, dans notre manière de vivre et de travailler, ce télétravail. On estime aujourd'hui qu'un employé sur 5 est en télétravail. Après la période de confinement, c'est un petit peu moins que durant la période mars-mai, mais il y a encore des gens qui travaillent depuis chez eux. Christophe Bouillon, justement, vous avez lancé avec 65 autres élus une consultation, cette consultation sur Internet, je le disais, et vous dites encourager le télétravail partiel pour limiter l'empreinte carbone des trajets domicile-lieu de travail. Est-ce qu'on peut le faire partout, ça, dans toute société ? On ne peut pas le faire partout, bien évidemment. En même temps, c'est vrai que concrètement, le télétravail, c'est moins de déplacements. Donc, c'est une empreinte carbone qui est diminuée. Pour autant, le télétravail, ce n'est pas simplement le travail à la maison. Il ne faut pas oublier qu'il est nécessaire, malgré tout, de pouvoir rester dans l'atelier, rester en entreprise, pour permettre tout simplement des échanges, pour faire en sorte que la productivité soit meilleure. Et puis par ailleurs... Vous disiez justement qu'il faut aller très très vite vers ces choses-là, vers une transformation de la société. C'est quoi très très vite ? C'est le télétravail pour tous, avec des quotas d'employés au télétravail ? On était en retard en termes de télétravail en France par rapport à d'autres pays. Pour autant, le bon télétravail, ce n'est pas toute la semaine au télétravail. C'est simplement, par exemple, 1 ou 2 journées en télétravail. Mais il ne faudrait pas non plus opposer les salariés les uns aux autres. Parce que le télétravail, il n'est pas possible pour toutes les fonctions, pour toutes les activités, pour tous les salariés. Alors justement, donc, Vincent Lauda, j'ai cru comprendre... C'est une chance. Je vais m'adresser à Vincent Lauda, puisqu'il n'a pas forcément la même vision que vous. Pro-télétravail, on l'a bien compris, hein, vous le défendez. Vincent Lauda, vous n'êtes pas un fan du télétravail, je peux le dire comme ça ? Alors, non, c'est pas tout à fait comme ça que je me positionne, mais dans l'activité économique de la Normandie, il y a des ateliers, il y a des commerçants, et en effet, il y a beaucoup d'activités qui sont manuelles, et ces activités manuelles, vous doutez bien qu'en télétravail, ça fonctionne beaucoup moins bien. Vous dites que, en fait, les blouses bleues vont jamais pouvoir faire de télétravail, les ouvriers. Il faut faire très attention. Et que les cols blancs, eux, ils sont derrière leur ordinateur à prendre les décisions. Très attention dans le management de nos entreprises, en effet, que la répartition du télétravail se fasse de façon, en effet, pondérée, pour qu'en effet, ça ne soit pas uniquement les cadres qui soient en télétravail et les équipes qui soient sur le terrain.
Ça serait une erreur majeure. Moi, je voulais aussi apporter une contribution sur le télétravail. Le télétravail a permis, pendant le confinement, de faire tourner de façon récurrente nos entreprises, mais n'ont pas permis de développer de véritables projets. J'en suis témoin, parce qu'en effet, ayant 2 entreprises, 2 PME industrielles, je développe à peu près par année 4-5 gros projets. Cette année, avec le télétravail, je n'ai développé qu'un gros projet. Il faut savoir que dans le milieu industriel, si on ne développe pas des projets, c'est des commandes que nous n'aurons pas dans 18 mois, dans 2 ans. Et en effet, ce confinement aussi, le télétravail ne permet pas l'informel entre collaborateurs. Enfin voilà, il y a quand même aussi des limites. Alors, le télétravail vu par les salariés, ça donne quoi justement? Regardez, il y a eu une enquête qui a été faite par la CCI également. 47% des salariés avouent être moins efficaces. 35% se trouvent au contraire plus efficaces, ni plus ni moins pour 18%. Votre commentaire, Sophie Gauguin, justement? Moi, je crois que le télétravail, à partir du moment où il est discuté entre le chef d'entreprise et les salariés, qu'on trouve l'équilibre entre le présentiel et le télétravail, et qu'après on garde des moments très humains pour manager la vie de l'entreprise, ça doit être un élément supplémentaire dans la qualité de vie au travail. Mais il doit être consenti et partagé. Et j'ajoute une chose par rapport à ce que vous disiez sur les commerçants et les artisans. Oui, la situation est différente. C'est aussi pour ça qu'il faut les accompagner sur la transition digitale. On a bien vu, vous disiez en tant que maire, on a aidé les restaurateurs à faire du take-away ou à emporter. Et le fait aussi de développer un segment digital leur a permis de maintenir une petite clientèle pendant le confinement. Avec la transition numérique, la région les soutient. Alors, on va essayer de se projeter vers l'avenir, dans les 6 mois prochains. De nombreuses entreprises de la région, vous l'avez dit, Vincent Loda, traversent cette période difficile avec pas encore de dépôt de bilan spectaculaire, de grandes vagues de licenciements. Ça pourra arriver soit à la fin de l'année, soit au début de l'année suivante, quand on aura supprimé les aides publiques. Les patrons, dans quel état d'esprit sont-ils? Il y a aussi quelques chiffres qui circulent, on va le voir. 80% estiment qu'il n'y a pas de menace sur l'emploi dans leur entreprise et 50% qu'il n'y a pas d'inquiétude sur leur trésorerie. Tout va bien, en fait? Non, tout va pas bien. Mais si vous voulez, là, dans l'observatoire que nous avons fait, 93% des chefs d'entreprise ne prévoient pas de réduction de personnel. Pourquoi? Parce qu'en effet, quand on recule un petit peu quelques mois, nous étions tous en train de chercher des compétences dans notre entreprise. Et nous construisons les compétences de nos collaborateurs au sein de nos entreprises. Et évidemment, pendant cette crise comme pendant celle de 2008, nous voulons garder nos compétences au sein de nos entreprises au moment du rebond, au moment de la relance, pour être efficaces. Alors, au moment de la relance, justement, quelle relance? Qu'est-ce qu'on doit faire ici, dans notre région, pour accompagner ces entreprises, accompagner cette économie? Vous avez un plan? Oui, on a un d'abord, plan. il y a besoin de soutenir la trésorerie des entreprises. On voit bien que ça sera l'élément numéro 1 et nous y travaillons. Ensuite, de continuer à pouvoir développer de façon agile avec les territoires, c'est ce que disait Christophe Bouillon, des systèmes de rebond pour certaines d'entre elles. Et puis, il y a cette comptabilité qu'il faut peut-être qu'on travaille parce que la dette va s'installer sur la durée et comment on trouve un vecteur qui permette de restructurer cette dette pour les entreprises qui sortiront du PGE. Christophe Bouillon, qu'est-ce qu'on fait pour relancer cette économie normande, accompagner les entreprises? Concrètement, une proposition? Il y a la question de la commande publique, mais moi je voudrais alerter aussi sur la situation des jeunes en Normandie et sur nos territoires. Parce qu'il y a un paradoxe terrible, et Vincent Loda le sait, beaucoup d'entreprises nous disent avoir des difficultés encore aujourd'hui de recrutement, des difficultés d'avoir des métiers sous tension. Donc il faut, me semble-t-il, et si vous me permettez l'expression, mettre le paquet en direction des jeunes qui sont en grande difficulté aujourd'hui pour trouver ici des stages, ici rentrer dans des contrats d'alternance ou de professionnalisation, voire trouver directement des emplois. Et là, il faut qu'on s'associe, région, Pôle emploi, entreprises, fédération d'entreprises, pour faire en sorte de répondre à tous ces jeunes Normands qui rentrent aujourd'hui sur le marché du travail. La relance par les jeunes, on a bien compris. Au nom de la compétence et au nom de l'avenir et de la compétence, oui. Oui, il y aura une proposition de fait. En un mot, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les entreprises normandes restent à flot? Moi, je partage déjà la première analyse de Christophe Bouillon sur l'alternance. Les chambres de commerce sont très impliquées dans la formation. On ne veut pas faire une année blanche sur l'alternance. Et en effet, on voit que les chefs d'entreprise ont joué le jeu, mais on peut encore les accompagner. Les CCI vont faire des appels sortants pour accompagner les commerçants et les entreprises sur le plan de relance. Merci à tous les trois. On va voir ce qu'en pense Chonu. Quelles seront les conséquences de cette crise sur notre économie? A-t-il des propositions peut-être à nous faire, colorées en dessin?
Regardez sa pastille, le regard de Chonu. Bonjour. Inutile de se masquer la face. Oui, le Covid-19 détruit des pans entiers de notre économie et certaines multinationales profitent de la pandémie pour restructurer à tour de bras. Souvenez-vous, au moment où le gouvernement présentait son fameux plan de relance, le groupe Bridgestone annonçait la fermeture de son usine de pneus à Béthune dans les Hauts-de-France avec 800 emplois supprimés. Alors, loin de se dégonfler, le ministre normand de l'économie, le célèbre Bruno Le Maire, nous a présenté l'un des budgets les plus généreux de la Ve République. Bon, l'addition sera salée pour les générations futures. Alors, il y a ceux qui essayent de tirer leur épingle du jeu. Je veux parler des maires des petites communes. Ils essayent de faire venir les télétravailleurs des métropoles avec un slogan « zéro pollution, zéro insécurité ». Mais le problème, c'est qu'il y a zéro connexion parce que, vous le savez, la couverture numérique n'est pas parfaite dans les territoires. Alors, j'ai quand même décidé de finir sur une note optimiste. La Normandie, elle en a connu d'autres. Et puis, les Normands, ils ont une qualité, vous le savez, ils rebondissent toujours. Bon dimanche et haut les cœurs. Les Normands rebondissent toujours, vous êtes d'accord? Il a raison. Sophie Guérin. Non, mais les chefs d'entreprise ont fait preuve d'une volonté extraordinaire pour s'adapter. Les salariés aussi, tout le monde va dans le même sens. Oui, les Normands ont énormément d'énergie pour porter une relance. C'est ce qui peut les sauver. Comment? C'est ce qui peut les sauver, on a bien. Oui, il faut de l'optimisme. On a des filières qui vont rebondir plus vite que d'autres, d'ailleurs. Merci Sophie Gauguin, merci Vincent Lauda et Christophe Bouillon qui était avec nous au duplex de Rouen pour cette émission Dimanche en politique. Très bon week-end sur la 3 et à très vite.